sur les terres fertiles de Mésopotamie, les cultes païens dominaient. Les païens avaient inventé des mythes et des superstitions autour des origines de la vie et de l'univers. Un d'eux concernait la notion d'évolution. D'après l'épopée sumérienne Enuma Elish, la première créature vivante est d'abord apparue dans l'eau, puis elle s'est déclinée en différentes espèces. Le mythe de l'évolution réapparaît plus tard dans une autre civilisation païenne, la Grèce antique. Les philosophes grecs, dits matérialistes, considéraient que seule la matière était la source originelle de la vie. Ils reprirent le mythe de l'évolution, hérité des Sumériens, pour étayer leur thèse. La Grèce antique devint ainsi le point de jonction de la philosophie matérialiste et du mythe de l'évolution. Par la suite, les Romains païens entretinrent cet héritage. Ces deux concepts, issus de cultures idolâtres, furent à nouveau introduits au XVIIIe siècle. Quelques intellectuels européens, influencés par les auteurs de la Grèce antique, se rangèrent derrière le matérialisme, parce qu'ils étaient complètement opposés à l'idée d'une religion monothéiste. Le baron d'Holbach, qui était matérialiste, traite clairement de l'athéisme dans son livre « Le système de la nature ». C'est dans ce contexte que le biologiste français, Jean-Baptiste Lamarck, fut le premier à proposer une explication détaillée de la théorie de l'évolution. La théorie de Lamarck, qui fut plus tard réfutée, soutenait que les êtres vivants avaient évolué graduellement. Charles Darwin reprit et popularisa les idées de Lamarck sous une forme légèrement différente. Darwin présenta sa théorie en Angleterre en 1859 dans son livre « L'origine des espèces ». Il ne s'agissait en réalité que de la reprise du mythe de l'évolution des Sumériens. Il défendait l'idée que toutes les espèces provenaient d'un ancêtre commun né dans l'eau fortuitement. Ne s'appuyant sur aucune preuve scientifique, Darwin ne fit pas l'unanimité auprès des scientifiques de son époque. Les paléontologistes en particulier étaient conscients que cette théorie était en grande partie le fruit de son imagination. Les fossiles retrouvés révélaient en effet qu'aucun être vivant n'avait subi de processus évolutionniste pour passer d'un état primitif à un état complexe. Pour preuve, les créatures qui vivaient il y a 100 millions d'années possédaient les mêmes structures complexes que leurs homologues contemporains. Nulle part, on ne retrouve la trace d'une quelconque forme transitoire qui fait le lien entre une espèce et une autre, comme l'avait supposé Darwin. Au fur et à mesure, la science a infirmé les autres composantes de la théorie de Darwin. La biochimie a démontré que la vie est bien trop complexe pour être le fruit du hasard. Même la formation fortuite de la plus simple molécule de protéines est impossible. Alors que dire d'une cellule vivante? En ce qui concerne l'anatomie, les spécialistes de ce sujet
ont montré que chaque espèce a ses caractéristiques et n'a rien à voir avec les autres. Malgré le fait que la théorie de Darwin soit vide de preuves scientifiques, elle s'est assurée le soutien du milieu politique dans la mesure où elle légitimait scientifiquement la domination de certaines nations sur d'autres au XIXe siècle. En 1871, Darwin publia un autre ouvrage, La descendance de l'homme. À l'aide de scénarios hypothétiques, il avançait que l'homme était l'aboutissement de l'évolution d'une créature simienne. Pour certains, sa réflexion était intéressante. Il affirmait que certaines races étaient plus évoluées et par conséquent plus avancées que d'autres restaient encore au même niveau d'évolution que les singes. La théorie de l'évolution fut bâtie sur le concept de la lutte pour la survie. Selon Darwin, le monde naturel animal ou humain était régi par un violent conflit qui permettait aux plus forts de dominer les faibles et d'assurer le développement de l'espèce. Le sous-titre de son livre, L'origine des espèces par voie de sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, révèle explicitement son point de vue racial. Darwin plaçait l'homme blanc européen au rang de race favorisée. En revanche, les Asiatiques et les Africains avaient tout simplement échoué dans la lutte pour la survie. Darwin alla plus loin encore. D'ici quelque temps, les races sauvages ainsi que les singes anthropomorphes allaient être totalement anéantis. Ils allaient finalement laisser place à la seule race humaine civilisée. La rupture entre l'homme et ses alliés les plus proches allait alors être plus grande. Elle allait séparer les hommes civilisés des singes comme le babouin, plutôt que de séparer comme aujourd'hui l'homme noir ou l'Australien du gorille. Ce type de discours ne laisse pas de doute sur le fait que Darwin était un raciste convaincu de la supériorité de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc était supérieur, il se devait dans un premier temps d'asservir les soi-disant races inférieures, puis de les éradiquer. C'était précisément la thèse que les hommes blancs recherchaient pour justifier leurs crimes.